Une conférence en 3 temps avec, dans un premier temps, l'économie circulaire en région Poitou-Charentes, des retours d'expérience concrètement sur le terrain, comment ça se passe, comment ça marche, ils sont là pour nous le dire. Et puis un temps d'échange avec vous, puisque vous aurez probablement des questions à leur poser. Sans plus attendre, je vais demander à nos 3 premiers intervenants de venir me rejoindre. Véronique Bozo, Alexandre Dain, Isabelle Mouzet, de bien vouloir venir me rejoindre ici. Et de l'autre côté, je vais demander aux témoins de ce retour d'expérience, à Philippe Faucon, à Brice Rodriguez, Éric Buffo et Thierry Dufour, de bien vouloir venir prendre place de ce côté-ci. Merci d'être là. Voilà. Je vous laisse vous installer. On va commencer par l'économie circulaire en région Poitou-Charentes. Ils nous ont préparé un numéro de duettiste. Est-ce que je vous laisse la télécommande? Alors, ou ici, ou au pupitre, comme vous voulez. Véronique, nous vous écoutons. Nous buvons vos paroles. Merci. Bonsoir à tous. Quelques peut-être premiers mots d'introduction pour vous situer le contexte économie circulaire et région Poitou-Charentes et comprendre aujourd'hui la démarche qui a été engagée, notamment avec un certain nombre de partenaires. Et c'est Alexandre qui prendra le relais par rapport à ça pour vous expliquer cette démarche qui a été menée il y a quelques mois. Alors, les quelques éléments de contexte. Si j'arrive. Depuis 2004, vous le savez, la région Poitou-Charentes a lancé une politique d'excellence environnementale et qui déjà, je dirais, dans ses gènes, a en soi une approche transversale. C'est-à-dire que c'était la volonté de, certes, travailler sur les efficacités énergétiques, sur les énergies renouvelables, etc., mais tout en essayant de dynamiser le tissu économique local et essayer de créer des réseaux. Donc, je dirais que c'est un certain nombre d'années déjà qu'a été enclenchée une réelle volonté politique. Et à côté de ça, depuis plus de 20 ans, la région Poitou-Charentes a développé un partenariat avec l'ADEME qui se traduit notamment par la mise en œuvre du Fonds régional d'excellence environnementale, qui est un fonds qui permet d'apporter de l'appui, de l'aide, à la fois sur des questions d'accompagnement, d'aide à la décision, mais aussi d'investissement, et qui est un levier extrêmement important. Et l'association des deux, je dirais, volonté politique extrêmement forte et outils financiers par le biais de ce fonds, fait qu'il y a quand même eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, qui quelque part préfigurent et qui déjà sont dans le cadre un peu de l'économie circulaire, que ce soit concernant le recyclage, éco-conception, écologie industrielle, etc. Sans oublier que les aides ne font pas tout, et si des actions ont pu émerger, c'est aussi grâce à la présence d'un réseau d'acteurs extrêmement important et très structuré, avec une partie notamment observatoire, mais aussi une partie pôle éco-industrie, etc. Alors, cette volonté politique elle s'est exprimée aussi dans le cadre du nouveau contrat de plan État-région 2015-2020, où tout ce qui est renforcement des filières industrielles innovantes et démarches d'excellence environnementale ont été véritablement ciblés et des moyens financiers conséquents ont été mis, puisque plus de 250 millions d'euros vont être réservés sur la transition écologique et énergétique. Et dans ce volet, un article particulier sur l'économie circulaire pour 17 millions d'euros, avec un spectre très large qui véritablement englobe les 7 piliers de l'économie circulaire, donc la possibilité d'intervenir vraiment sur le spectre large de cette économie circulaire. Alors, comment l'intervention se fait essentiellement par le biais donc du FRE, de ce fameux Fonds régional d'excellence environnementale. Et je vous le disais, ça va de l'accompagnement, de l'aide à la décision, jusqu'à des actions d'investissement et de formation. Et ça couvre à la fois de l'éco-conception au management environnemental, aux déchets et filières et à l'écologie industrielle. Donc aujourd'hui, un champ très très large qui est offert par la région, l'ADEME et ses dispositifs. Alors, les actions qui ont été menées ou qui se sont menées se font soit de façon, je dirais, ponctuelle, soit sous forme d'appels à projets ou d'opérations collectives. Et la volonté ces derniers mois a été de dire peut-être il faut aujourd'hui essayer de structurer et d'avoir une véritable stratégie en matière d'économie circulaire. Et donc aujourd'hui, nous avons un comité stratégique qui s'est monté
entre la région, évidemment, l'ADEME, mais aussi l'ADREAL, le pôle des éco-industries, la DRAF, etc., la Chambre de commerce et d'industrie, et qui, depuis quelques mois, travaille pour l'élaboration de ces stratégies qui doit déboucher, évidemment, sur un programme opérationnel. Mais là, je laisse voilà, la suite à Alexandre sur la partie plus opérationnelle. Oui, donc bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à excuser Patricia Fortin qui devait faire la présentation et que je vais tâcher de remplacer du mieux que je peux. Donc, l'idée de cette stratégie, c'est vraiment qu'elle soit multipartenariale et notamment au niveau de sa gouvernance. Et du coup, le premier travail a été construire une gouvernance qui permette d'intégrer la plupart des acteurs régionaux qui sont concernés par ce sujet. Donc cette gouvernance multipartenariale, elle se traduit tout d'abord par un comité de pilotage. Un comité de pilotage composé de la région Poitou-Charentes, de l'ADEME Poitou-Charentes, des services déconcentrés de l'ESA, DREAL, DRAF, Direct et du pôle des éco-industries Poitou-Charentes. Ce comité de pilotage a pour objectif de définir les grandes orientations de cette stratégie, mais aussi de valider l'ensemble des documents, rapports qui pourront être développés durant cette stratégie, notamment les documents d'orientation et les programmes d'action. Ces documents, programmes d'action, documents d'orientation, sont eux produits grâce à un comité technique. Ce comité technique est plus élargi et fait appel notamment à l'observatoire régional qui est en environnement, qui est l'AREC, mais aussi à la Chambre des commerces et d'industrie Poitou-Charentes, fait appel aussi à l'IFRE et peut faire appel à d'autres compétences en fonction des besoins ou des sujets qui seront évoqués. Et enfin, l'idée vraiment d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dans cette gouvernance, c'est le troisième niveau, les groupes de travail, qui eux vont permettre d'intégrer plus d'acteurs terrain, notamment des entreprises, des associations, des syndicats de déchets. L'idée vraiment est de faire des approches, soit des approches sectorielles, soit des approches par piliers de l'économie circulaire. On a vu les différents piliers tout à l'heure, et d'avoir des approches vraiment transversales avec un plus grand nombre d'acteurs. Donc, une gouvernance multipartenariale, 3 grands objectifs. Grand 1, capitaliser sur les actions qui sont déjà développées dans ces domaines en Poitou-Charentes. Il faut savoir que c'est une région qui a quand même un nombre assez important de retours d'expérience. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir essayer de les renforcer, de catalyser ces retours d'expérience qui existent ou ces projets qui sont en cours de développement. Deuxième objectif, faire du retour d'expérience et essayer de finalement de démultiplier ces bonnes pratiques à travers le territoire. Et enfin, un troisième objectif qui est de développer l'innovation, favoriser l'émergence de nouvelles actions autour de l'économie circulaire. Et tout ça, ça se développe via une condition qui est une animation territoriale et une approche coopérative. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter les différentes étapes qui ont été développées tout au long de l'année 2015 au niveau régional sur l'économie circulaire. Donc la première étape, ça a été de réaliser un état des lieux. Pour ça, le groupe de travail et le comité de pilotage s'est servi d'un document qui avait été développé en 2014 par l'ADEME nationale et l'Association des régions de France, qui présentait un peu les différentes étapes pour mettre en œuvre une démarche, une stratégie régionale d'économie circulaire. Et donc, dans cette première étape qui est faire un diagnostic, un état des lieux, l'idée était d'étudier la région Poitou-Charentes sous 4 entrées, les ressources naturelles qui sont produites en région, que ce soit au niveau des forêts, au niveau de l'agriculture, de l'eau, des sols, les déchets et flux, essayer d'avoir une idée, une caractérisation, notamment c'est là où on peut faire appel à l'Observatoire régional déchets, porté par l'AREC, le développement économique et filière. Voilà, quelles sont les filières importantes en région Poitou-Charentes, quelles sont les structures d'innovation, et enfin faire un état des lieux de l'ensemble des acteurs du territoire qui semblent concernés par ce domaine, l'ensemble des acteurs, que ce soit les institutionnels,
mais aussi les entreprises, les structures de l'ESS, les structures d'accompagnement, les structures de recherche, les centres de compétences. C'était vraiment d'avoir une vision large de tous les acteurs qui travaillent sur cette thématique. Et l'originalité, enfin l'aspect aussi opérationnel et l'aspect multi-acteur de ce programme, c'est que l'idée n'était pas de refaire un nouveau document, mais plutôt de se servir de l'ensemble des documents existants qui avaient été déjà développés par les différents partenaires pour synthétiser et faire un premier diagnostic territorial. À partir de ces constats a été construit un document d'orientation qui s'est basé sur à la fois des actions sur chaque pilier de l'économie circulaire, mais aussi des axes transversaux sur tous les aspects observation, diagnostic, sensibilisation, mobilisation, promotion. Donc voilà, on a vraiment deux phases, une phase transversale et une phase sur les 7 piliers. Ces documents ont par la suite été présentés à l'ensemble des acteurs régionaux le 12 juin 2015 pour valider, conforter, consolider ce premier état des lieux et ces premières orientations qui a abouti donc à un premier état des lieux et orientation de l'économie circulaire. Et à partir de cet état des lieux, l'idée, comme le disait Véronique tout à l'heure, c'était de rendre ce document opérationnel. Et donc l'idée était de construire à partir de cet état des lieux un programme d'action. Et c'est ce qui a été fait encore une fois de manière collaborative par un groupe de travail, enfin 3 groupes de travail qui sont réunis le 8 septembre 2015, à la fois sur les acteurs économiques du territoire, sur une partie consommation et sur une thématique autour des déchets et du recyclage. Et donc là encore, l'idée de construire un document partagé qui a par la suite été validé au niveau du Conseil régional très dernièrement. Donc voilà un peu sur la partie contexte économie circulaire en Poitou-Charentes et le développement de la stratégie régionale. Merci beaucoup. Isabelle, je vais vous laisser la télécommande et puis le pupitre, si vous le voulez bien. Et ben voilà, on y va. Ça marche, pardon, on y va. Et juste avant, il y avait donc un objectif aussi de faire un petit zoom sur l'écologie industrielle et territoriale en Poitou-Charentes, qui est un des axes forts, des axes qui a été développé depuis longtemps en région Poitou-Charentes, et de vous faire un peu un bilan de ce qui a été fait, ce qui permettra aussi de faire une introduction au retour d'expérience picto-charentais que vous aurez par la suite. Donc là, je passais sur la présentation du pôle, mais là, l'idée, c'était donc voilà, l'écologie industrielle et territoriale. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est relativement vieux en Poitou-Charentes, qui a émergé, enfin vieux par rapport à une thématique qui est très émergente et qui est l'écologie industrielle, mais globalement, ça a commencé en 2009. Initié par le pôle des éco-industries. Pourquoi ? C'est puisque ça répondait finalement à ces objectifs qui étaient développer l'innovation régionale pour répondre à 2 enjeux, l'excellence environnementale et la performance économique. Le pôle était plus spécialisé dans les innovations, je dirais, techniques. Là, l'idée, c'était comment le pôle peut apporter aussi son rôle sur de l'innovation territoriale. Du coup, une première conférence a été organisée tout près d'ici, la toute première conférence a été organisée à Niort, excusez-moi, lors des 5e rencontres, et d'où Søren Erkman, qui est un des fondateurs de l'écologie industrielle et territoriale, était venu intervenir et présenter en 2009 en région Poitou-Charentes l'écologie industrielle et territoriale. Et 2009, c'est aussi la signature d'une convention entre le pôle et l'entreprise EDF pour la mise à disposition d'un outil de diagnostic des flux qui s'appelle EDITER. Ensuite, en 2010, on a sur le territoire régional donc une première démarche pilote qui a été initiée par le pôle, notamment en collaboration aussi avec le Grand Angoulême, pour commencer à faire émerger l'écologie industrielle et territoriale. Donc voilà, c'est une toute première démarche qui a donné envie finalement à d'autres territoires de s'engager, notamment à 2 territoires de s'engager en 2011. Le club d'entreprise de Périgny, qui a développé la démarche que vous connaissez peut-être sous le nom de Biotop. Biotop qui était initialement l'éco-réseau des entreprises de Périgny. On verra par la suite que c'est un éco-réseau qui s'est agrandi. Et une deuxième démarche plus axée sur l'aspect mutualisation des ressources et de collecte des déchets sur Montcoutan, qui s'appelle l'AMEM.
Et du coup, 2011, c'est aussi l'outil, voilà, l'émergence de l'écologie industrielle. Et le pôle, en tant que structure ressources, centre de ressources en écologie industrielle, a aussi développé un certain nombre d'outils durant cette année pour aider les territoires à se lancer dans ce sujet, que ce soit des diagnostics de flux, mais aussi le premier référentiel national d'évaluation et d'analyse des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Donc voilà, ces démarches ont continué dans le temps jusqu'en 2013 où Biotop, comme je vous le disais, est passé de l'éco-réseau des entreprises de Périgny à l'éco-réseau des entreprises de La Rochelle. Troisième territoire à s'engager, le Pays Mélois en 2014, toujours dans cette logique, accompagné par le pôle des éco-industries pour initier sur son territoire, donc là sur un territoire beaucoup plus rural, un projet d'écologie industrielle et territoriale. 2014, lancement aussi en région d'un appel à manifestation d'intérêt par l'ADEME et la région Poitou-Charentes en 2 phases. Une première phase pour que les territoires régionaux structurent une vraie démarche pérenne d'écologie industrielle et une phase 2 qui commencera dans les prochains mois pour mettre en œuvre opérationnellement ce projet. Et le fait que finalement il y a un certain recul sur le développement de l'écologie industrielle, une certaine... C'était des territoires, notamment un projet Biotop qui a vraiment donné envie aux autres. Donc 13 territoires qui ont répondu en 2014 à cet appel à manifestation d'intérêt et qui ont réfléchi sur leur propre territoire à développer leur démarche. 13 territoires répartis vraiment sur les 4 départements régionaux. Avec notamment une reprise, voilà, si on prend un exemple local, une reprise du projet d'Angoulême sur la zone industrielle numéro 3 grâce à cet appel à manifestation d'intérêt. 2015, c'est aussi une première formation spécialisée sur l'écologie industrielle et territoriale qui a été dispensée par le pôle des éco-industries pour aider les territoires à bien structurer leur démarche, que ce soit l'implication des acteurs, l'état des lieux initial, la construction d'un projet multipartenarial. Donc voilà, c'est toutes ces notions qui ont été développées pendant 5 jours de formation qui ont profité aux 13 porteurs de projets. Et donc voilà, si on fait un bilan de l'écologie industrielle et territoriale en Poitou-Charentes, donc il faut savoir c'est un centre de ressources et d'expertise qui est le pôle des éco-industries. C'est plusieurs démarches qui sont déjà opérationnelles. On a vu déjà plus d'une quinzaine de territoires qui se sont engagés dans cette démarche. Des structures ressources qui sont vraiment très mobilisées sur ce sujet, notamment la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi la REC Poitou-Charentes. Et enfin, un portage politique important des institutions régionales, que ce soit au niveau de la région, de l'ADEME, mais on le voit aussi au niveau notamment de l'Adréal Poitou-Charentes. Merci cette fois-ci, merci Alexandre Dain pour ce zoom. On va laisser la parole à Isabelle Mouzet. On va voir avec vous, Isabelle, les résultats de l'enquête régionale économie circulaire auprès des entreprises. Nous vous écoutons, vous avez un petit retour écran qui est juste là, ça vous évitera un petit torticolis. Voilà. Pardon. Oui, alors on m'a demandé en 15 minutes. Pas plus. Et ça va être très très difficile, donc c'est vraiment un exercice de style, de résumer une enquête aussi riche en enseignements. Donc forcément, je vais créer de la frustration. Il y a des choses que vous aurez souhaité approfondir et que je ne pourrai pas approfondir, mais sachez qu'un document en ligne sera publié au mois de décembre. Donc on ne manquera pas de vous en avertir, je pense sur le site du Salon, par exemple, ou par d'autres voies. Donc enquête partenariale qui a été réalisée donc, sur l'économie circulaire avec nos partenaires. Donc le pôle des éco-industries que vous venez d'entendre, la région Poitou-Charentes, l'Adréal, l'ADEME qui est notre partenaire au quotidien dans nos actions, et également la REC qui avait été associée donc, au groupe de travail qui a mis en place donc, cette enquête, puisque les questionnaires et la méthodologie ont été validés et élaborés avec ses partenaires. L'initiative en revenant à la CCI des Deux-Sèvres, mais on a tout de suite élargi donc, à la Chambre de commerce et d'industrie Poitou-Charentes et à toutes les entreprises Poitou-Charentes. Et c'est le service études qui n'est pas présent ici, études économiques de ma CCI, donc des Deux-Sèvres, qui l'a réalisé. Et je l'en remercie quand même, parce qu'ils verront peut-être le beau film que vous tournez. Voilà.
Donc, objectifs et méthodologie très très vite. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais s'il y a des questions, j'y répondrai. L'idée, c'était de pouvoir dresser un état des lieux, savoir où en étaient les entreprises au bout de beaucoup d'années d'action, puisque nous, CCI, depuis l'année 2004, on a mis en place des actions dans tous les domaines de l'économie circulaire, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque encore, mais c'était néanmoins sur les mêmes sujets. Et les partenaires également, bien sûr. Et donc, à partir de cet état des lieux, pouvoir éventuellement définir des pistes d'action pour le déploiement de l'économie circulaire, qui, vous avez pu le remarquer, ne circule pas encore beaucoup dans la réalité, en tout cas dans l'idée, dans le concept qu'elle représente. Le mauvais jeu de mots, personne ne l'avait fait, donc je le fais. Voilà, et vous allez voir, ça se retrouve dans les résultats de l'enquête. Mais n'anticipons pas. Donc, on a décliné les deux questionnaires complémentaires. Le premier, pourquoi deux? Le premier a un but statistique. C'était savoir sur la population de toutes les entreprises Poitou-Charentes, Picto-Charentaises, quelle était leur vision de l'économie circulaire. On a interrogé 18 000 entreprises. Donc, le biais, c'est qu'on a interrogé que des entreprises qui avaient un email qu'on avait identifié, nous, au niveau des CCI. Voilà, il faut le savoir. Mais on a eu un taux de réponse qui n'est pas du tout négligeable, puisqu'on a eu 1090 réponses, donc 6% de retour. Ce qui est tout à fait représentatif statistiquement. Donc, c'est digne de pas mal de sondages que vous entendez à longueur de journée à la radio. C'est une image fiable. Deuxième chose, une enquête qualitative est beaucoup plus longue, puisqu'elle faisait environ 20 minutes. Donc, on a fait appel aux entreprises courageuses, qu'on connaissait déjà, puisqu'on les avait sensibilisées et accompagnées dans leur démarche de développement durable sur tout le territoire. Donc là, on a ciblé 2230 établissements et on a eu 275 réponses, soit 12% de taux de retour. Donc, je ne vous les redis pas, mais vous avez au tableau, pardon, j'ai pas fait mon travail. Donc, les thèmes sur lesquels on les a interrogés et qui recoupent les 7 piliers qui vous ont été présentés tout à l'heure, mais sous une forme adaptée, je dirais, aux pratiques des entreprises. Donc, on leur a parlé achat, parce que consommation responsable, pour eux, c'est qu'est-ce qu'on achète. On leur a parlé de leurs déchets, de l'énergie, des transports, de la logistique, de l'offre de produits-services, de la mutualisation. Et simplement pour celles qui avaient déjà une démarche développement durable, parce que ça, on rentrait déjà dans un truc un peu plus technique, circuit court, éco-conception, économie de la fonctionnalité. Alors, je vais vous parler très brièvement des résultats de l'enquête quantitative. Rappelez-vous, ça c'est l'image statistique de toutes les entreprises, on va dire Poitou-Charentes. Bien sûr, nous n'interrogeons pas le secteur agricole et artisanat pur. On a simplement les artisans qui sont double inscrits. Enfin, je ne rentre pas dans les détails là aussi trop techniques. Donc, c'est commerce, industrie, services, nos ressortissants. Donc, on voit tout de suite que, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir faire circuler notre message. Puisque nous avons seulement 35% des répondants n'ont jamais entendu parler d'économie circulaire, donc le concept est encore méconnu. Mais malgré tout, quand même, il faut positiver, on a à peu près 18% qui déclarent savoir ce que c'est et qui ont engagé des actions dans ce domaine. C'est pas si mal. Les principaux résultats, alors le tableau est un petit peu copieux, je ne vais pas tout vous commenter, je vais simplement accentuer 3 points. On voit que dans les domaines des déchets et des achats, les entreprises ont quand même majoritairement mis en place des actions. Donc je suis toujours sur mon échantillon statistique, ça veut dire toutes les entreprises Poitou-Charentes, représentatives. Et on a vérifié la représentativité, je ne l'ai pas mentionné, au niveau des secteurs d'activité et de la situation géographique. Donc, dans ces deux domaines, je relativise un petit peu pour les déchets parce que pour 88%, c'est du tri. 55% du recyclage et pour la réduction, elles sont plus que 35%. Donc, voilà. Mais bon, il y a des efforts de fait. Par contre, dans la colonne de droite, où on voit ce qui est un peu moins bien fait, je mettrai le point sur la mutualisation de services. On y reviendra, puisque moins de 24% ont mutualisé des services avec des entreprises. Et bien sûr, c'est dans le domaine des achats que cette pratique est la plus répandue. Toujours pour la quantitative, et j'en finirai là, les domaines pour lesquels les entreprises sont les plus nombreuses à envisager dans le futur, donc dans l'avenir, des actions, eh bien, on retrouve en trio de tête les déchets, l'énergie, les achats. Donc, la mutualisation est, j'allais dire, assez cohérente, de manière assez cohérente par rapport aux précédents slides, la moins citée.
Là où ça va devenir plus intéressant pour vous, je pense, parce que jusque-là, je ne vous ai pas appris grand-chose, j'imagine. On voit quand même qu'il y a un bon niveau en Poitou-Charentes de pratique en général. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on voit ce que les entreprises qu'on a sensibilisées et accompagnées au développement durable nous répondent. Donc elles sont déjà en démarche, plus ou moins avancées, mais elles sont en démarche développement durable. Donc l'économie circulaire, ce que ça recouvre, ça leur parle. Donc on voit tout de suite que les niveaux de réponse ne sont pas du tout les mêmes. Donc sur les actions pour réduire les déchets, on est sur de la réduction là, 91%. Sur les actions de revalorisation des déchets, 85%. Les actions pour réduire les consommations d'énergie, 74%. Donc on voit que là, je ne vais pas tout vous commenter, mais on est vraiment sur un niveau tout à fait supérieur qui montre que le fait de travailler avec les entreprises, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie, puisque c'était d'autres fichiers, mais aussi le pôle et d'autres partenaires, bien sûr, amène tout de suite des résultats très efficaces. On voit néanmoins bémol que sur l'économie de la fonctionnalité, même chez ces entreprises qui ont déjà une culture du développement durable, eh bien c'est quelque chose qu'elles appréhendent très très peu et elles n'arrivent pas vraiment à se saisir de cette nouvelle approche. Mais il est vrai, il faut le reconnaître, que c'est une autre vision du modèle économique, de ce qu'on appelle le business model. Donc c'est vraiment tout à fait nouveau, mais il y a vraiment un travail à faire là-dessus, on en reparlera. Sur l'enquête qualitative, ce qu'elles envisagent de développer demain, je ne relèverai qu'un chiffre. Vous avez l'entièreté du tableau, voilà, si je pense à zapper. L'éco-conception avance vraiment bien pour ces entreprises sensibilisées. Donc on a quand même des résultats très intéressants à ce niveau-là. Plus de 62% donc, qui sont actifs dans ce domaine et donc arrivent en tête des intentions. Alors, quelques points remarqués. Ah, tu m'as pas mis le petit déroulé. J'avais prévu de faire ça sous forme de teasing, tant pis, c'est dommage. Vous allez nous l'improviser. Ah, oui, je vous remercie. Donc, 55% des entreprises font appel aux circuits courts et veulent les développer. Alors, c'est des points que j'ai remarqués. Il y en a énormément dans l'enquête qui est très, très riche. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de choisir une info. Sur le plan de l'éco-conception, donc le petit cercle, 48% des entreprises vont poursuivre leurs actions. Ça veut dire que quand elles sont déjà engagées, 48% continuent et 15% vont se lancer, vont démarrer alors qu'elles n'ont encore rien. Ensuite, sur la partie logistique, ce qu'on a noté, c'est les principaux projets, c'est dématérialiser, éco-conduire, parce que malgré tout, c'est encore assez peu répandu, pas assez à notre goût. Et développer, évidemment, ça vous paraît assez logique, une flotte moins polluante. Sur les déplacements, on a questionné les entreprises à ce niveau-là, et 42% ne comptent rien faire dans ce domaine. On parle de déplacement professionnel, mais on avait néanmoins une question qui portait sur le déplacement des salariés domicile-travail, et on notera que 57% n'incitent pas leurs salariés à moins utiliser leur véhicule. Donc ça veut dire qu'il y en a qu'environ 40% qui passent le message, essayez de moins utiliser votre voiture, prenez le vélo, le bus ou covoiturez. Donc c'est pas beaucoup, il y a énormément de choses à faire également dans ce domaine, dans notre région. C'est un sujet un petit peu difficile à appréhender parfois, surtout pour des entreprises situées en milieu rural. Principaux résultats de cette enquête qualitative que vous retrouvez ici, eh bien on voit que en ce qui concerne les motivations, donc qu'est-ce qui les incite ou les inciterait à adopter une démarche d'économie circulaire dans leur entreprise, sans surprise, la réduction des coûts arrive en numéro 1. Ceci étant, je trouve, et nous avons trouvé avec les partenaires, tout à fait intéressant, qu'arrive tout de suite en seconde position l'image de marque et la motivation du chef d'entreprise ou le fait d'avoir un projet d'entreprise dans ce domaine. Donc, qui arrive tout de suite après, donc avec, vous voyez mieux les chiffres que moi, 64% et 59%. Donc, c'est quand même des bons scores. C'est rassurant. Alors, suite des travaux, parce que vous allez me dire avoir fait cette grande enquête, que ça ne serve à rien, ce serait un peu dommage. Donc, ce n'est pas seulement pour savoir où on en est, c'est aussi pour engager des actions, dans le cadre notamment de la stratégie régionale qui vient de vous être exposée, et dans le cadre de notre action à nous, des chambres de commerce et d'industrie.
Ces informations donc sont prises en compte, elles valident donc la pertinence, ça a déjà été dit, je ne répète pas, je ne fais pas le perroquet, ça valide ce qu'on a fait, mais on voit aussi émerger des choses sur lesquelles il va falloir accentuer notre travail. Donc, poursuivre dans certains domaines, accentuer sur mutualisation, solutions de recyclage, parce que là on voit bien que les entreprises ont un manque de connaissances, surtout sur ce qui se passe en proximité et sur la facilité d'accès qu'elles pourraient avoir à ces solutions. Dans le domaine de l'achat responsable, le sourcing de proximité qualifié pour des achats responsables est un besoin qu'on a bien remarqué. Et la sensibilisation et l'accompagnement sur l'économie de fonctionnalité, j'y reviens pas, vous avez vu le très très faible score qu'on a eu sur cet item, il est clair qu'il va falloir s'y mettre. Donc on va bien sûr travailler sur ces sujets au niveau des chambres et avec les partenaires. Dans le cadre de la future grande région, nous sommes aussi en train de travailler avec nos collègues d'Aquitaine et de Limousin, bien sûr, des autres CCI. Et on aura notamment, je passe à la slide suivant, un outil qui est déployé au niveau national par CCI France, donc qui est notre réseau national des chambres de commerce et d'industrie, et qui est réalisé dans le but de répondre à ce besoin de mutualisation, de solutions, mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins de l'entreprise et de sourcing de proximité. Donc, en fait, c'est une offre vis-à-vis des entreprises qui vise à créer des synergies, identifier donc des besoins et des flux, et donc massifier, je dirais, une action plus large, tant géographiquement que dans les thématiques, que ce qui a pu être fait sur l'écologie industrielle, hein, puisque là, ça sera vraiment très très large comme spectre de besoins. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je tenterai de répondre. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous restez là 2 secondes. On l'a vu rapidement et merci d'ailleurs d'avoir synthétisé en un quart d'heure. Si on veut en savoir un peu plus, d'ailleurs, on fait comment pour retrouver le document ou Il n'est pas encore publié, il sera publié en décembre, hein, puisqu'on est encore en train de travailler dessus. Donc là, je suis sur des données qui ont un peu été traitées déjà, mais encore assez brutes. Donc on va encore affiner des choses. Et le document sera en ligne, je pense, sur le site de la région, du pôle des éco-industries, de tous les partenaires, en fait, hein, et des CCI. On en a parlé rapidement. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 chiffres qui, vous, personnellement, vous ont dit « Waouh, il y a vraiment du boulot à faire » ou à l'inverse, vous vous êtes dit « C'est réconfortant » dans les grandes données comme ça? Je crois que je vous l'ai dit, hein, on est quand même très réconforté du niveau en général en ce qui concerne les pratiques concernant les déchets, les achats aussi. Par contre, sur les déplacements ou sur l'économie de la fonctionnalité, on voit bien que là, il y a beaucoup de travail à faire encore. Plus que jamais, il faut accompagner ces entreprises pour mettre les pieds à l'étrier. L'accompagnement numéro 1, et c'est pour ça que nous, on travaille sur l'outil actif, c'est vraiment d'amener plus de mutualisation. Parce qu'on voit qu'il y a seulement à peu près 40% des entreprises qui font de la mutualisation. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, une entreprise ne peut plus travailler seule. Surtout quand je n'ai pas évoqué le tissu de la région, mais je pense que vous le connaissez. C'est essentiellement des TPE et des PME. Donc, ce n'est pas des grosses entreprises qui ont énormément de moyens. Donc, elles ont tout intérêt à travailler à plusieurs pour pouvoir faire plus et mieux. Et plus et mieux, oui. Moins cher, j'allais rajouter, mais bon, plus et mieux dans le cadre de l'économie circulaire, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse reprendre votre place. Vous avez servi un petit verre d'eau parce que merci. On est tous un petit peu malades, ou en tout cas on va faire attention de ne pas refiler nos microbes. On va s'intéresser justement aux entreprises. Elles sont là. Vous parliez à l'instant de la grande région. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on a des représentants de Poitou-Charentes, d'Aquitaine, mais aussi de Limousin. Tiens, on va commencer par l'équipe locale de l'étape, on va dire ça comme ça, avec Philippe Faucon pour le Crit horticole et puis avec Brice Rodriguez de l'atelier du végétal. Venez là si vous voulez, sinon c'était là-bas. Mais oui, vous avez un micro là. Brice, c'est vous qui commencez. Vous nous expliquez un petit peu ce travail, déjà qui vous êtes, atelier du végétal, pour ceux à qui ça ne dit pas grand-chose encore. Oui, alors... bien près de la bouche, s'il vous plaît. Oui, donc en présentation, nous, on est je dis nous parce que c'est une société qui fournissons, conseillons et entretenons tout ce qui est toiture végétale, tout ce qui est toiture végétalisée. Donc c'est notre principale activité. Et c'est dans ce cadre-là, un peu, qu'il y a eu une rencontre entre la société et l'animateur du réseau Biotope sur la zone de Périgny. Donc concrètement, je vais refaire un peu d'historique. Moi déjà en 2009, j'ai créé l'entreprise en 2007, et en 2009, j'avais déjà cette réflexion sur les problématiques liées à l'écologie industrielle, on va dire,
à l'utilisation des matériaux, notamment pour les toitures végétales. Je ne présente pas les toitures végétales parce que c'est quelque chose qui est quand même assez médiatisé, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une toiture est végétalisée que c'est une toiture écologique. Enfin, je m'explique. Les matériaux qui composent cette toiture végétale doivent répondre, à mon avis, aux enjeux environnementaux et au développement durable. Donc la provenance de ces matériaux, la façon dont ils sont fabriqués, joue énormément par rapport à ce principe-là. Donc j'avais déjà, avec l'aide du CRIT horticole de Rochefort, qui est un centre de recherche régional, travaillé sur une étude d'un substrat qui aurait été fait avec des ressources locales et naturelles. Et bon, ça n'a pas développé, ça ne s'est pas développé à ce moment-là. Donc j'ai continué mon activité en essayant de travailler et de fournir et de produire des toitures végétales avec des fournisseurs nationaux, évidemment. Bon. Mais suite à ça, la rencontre avec le biotope, en fait, qui est venu en m'apportant en fait des éléments. Je vous donne un exemple, par exemple des sacs à café, des cafés Merlin, dont le siège est à Périgny. Ce sont des sacs en toile de jute qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique, et dans lesquels on transporte le café, on transporte le café dedans. Et bien ils m'ont dit, qu'est-ce que tu pourrais faire de ces sacs? Parce que nous, on en a des quantités très importantes. En tout cas, avec le café Merlin, on en a des quantités très importantes. Ben, moi, connaissant le principe, de toute façon, nous, on fait ce qu'on appelle des tapis pré-végétalisés sur les toitures, un peu comme des rouleaux de gazon, vous savez, qu'on déroule, tout ça, qu'on montre. Ben, moi, je lui dis, je pense qu'on peut pré-végétaliser ces sacs comme support. Donc ça a marché. On a fait l'étude avec le CRIT, ça fonctionne. Donc voilà un exemple. Ça, c'est un élément constitutif du procédé melting pot qu'on a développé, qui est un procédé de toiture végétale complet. Ensuite, on a continué à travailler sur le substrat, c'est-à-dire la couche de culture qu'on installe sur les toitures. Et ce substrat, c'est pareil, tous les éléments qu'il compose, pour moi, devaient être biosourcés ou issus de l'économie circulaire. Donc, j'avais un partenaire avec lequel j'avais déjà travaillé, qui est la société Eau-Vive à Périgny, qui s'approvisionne, qui recycle les coquilles d'huîtres, les coquilles de moules. Et on a utilisé les coquilles de moules concassées comme aussi un élément constitutif du substrat de toiture. Et également différents éléments comme, on va dire, de l'écorce de pin, de la fibre de bois et du marc de café aussi. Café Merlin. Non, pas café Merlin, pas spécialement. Si, bah si, justement. Et donc, si vous voulez, dans le principe, tous les constituants du complexe, il n'y a aucun minerai, par exemple, issu d'extraction, qu'on fait venir de loin. Tout est issu on va dire, du recyclage et de l'utilisation, en fait, on va dire, des déchets par exemple, pour les cafés Merlin. Et là, donc, on a un produit. Parce que là, je ne sais pas si tout le monde est sensibilisé avec cette notion du cycle de vie, mais qui est très intéressant et qui répond aux enjeux du développement durable. Je veux dire, géographiquement, ça reste... Ah, c'est Limoges. D'accord, voilà. Okay. C'est les 10 déchetteries de Limoges. C'est énorme déjà. Ouais, c'est 1 tonne par déchetterie par mois. Voilà. Et ça, c'est partout en France. Voilà. Donc, vous voyez un peu le gisement qu'il peut y avoir. Alors, donc nous, une fois la matière travaillée, on a travaillé la filière, parce que c'est bien joli de broyer, mais derrière, il faut pouvoir le recycler. Donc, grâce au travail qu'on a effectué avec nos clients, parce qu'on a une bonne 50aine de clients industriels plasturgistes, donc on avait des clients identifiés pour du PP, puisque c'est une matière en polypropylène en fait. Et donc on a fait des essais avec eux pendant quelques mois, ça suffit. On a validé une qualité de matière et ensuite donc on revendait cette matière pendant 3-4 ans à des plasturgistes malheureusement européens, puisque en France il n'y avait pas de plasturgistes, sachant qu'il faut savoir qu'en France utiliser du recyclé c'est encore tabou, c'est encore compliqué. Et donc, il y a une barrière psychologique? Il y a une barrière psychologique, technique aussi, parce que la matière recyclée n'est forcément pas équivalente à la matière vierge. Donc il faut quand même adapter les machines et ça, ça prend du temps, c'est compliqué, il faut faire de la R&D. On a quelques entreprises avec qui on travaille en France, mais pas sur cette matière-là. Donc l'idée pour moi, c'était d'aller plus loin, parce qu'on parlait d'économie circulaire. Je fais partie aussi de Plastalliance, qui est en fait une réunion de différents plasturgistes de la région du Limousin.
Et là, on travaille depuis maintenant 1 an et demi avec les plasturgistes du Limousin pour pouvoir justement faire de la R&D. Parce que moi, je suis allé les voir et je leur ai dit, je comprends pas, moi j'arrive à travailler avec des plasturgistes en Europe et avec les Français, on n'y arrive pas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas plus idiot que les autres. Voilà. Donc, je leur ai dit, ben voilà, il faut qu'on travaille ça parce que c'est une matière qui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des matières qui sont très chargées en craie, en talc, donc c'est une basse qualité. Donc déjà, à la base, ce qu'on se rendait compte, c'est que pour les collectivités, alors moi, dans mon domaine, moi, j'essaie toujours de faire gagner de l'argent à mes fournisseurs, les industriels et les collectivités. Sauf que là, on était un peu limite, quoi. C'est-à-dire que les collectivités, le coût économique était limite en termes de transport, etc. Donc l'idée, c'était d'arriver à racheter la matière, parce qu'on rachète la matière aux collectivités, mais pour la racheter de plus en plus cher, pour qu'ils ne se posent même plus la question de savoir s'il faut recycler. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'était d'arriver à vendre la matière plus chère. Donc comment vendre la matière plus chère, c'était limiter les coûts de transport, tout simplement. Donc là, on travaille sur le domaine et on a développé des nouveaux marchés, en fait. Et donc on a des plasturgistes maintenant qui savent utiliser cette matière. Alors on est encore à 10%, hein, mais bon, ça va augmenter petit à petit. Et donc on a créé, moi par expérience, ça fait 8 ans que j'ai l'entreprise. Je sais que quand on crée une filière et qu'on commence à avoir de la matière, après, je suis d'accord avec vous, il faut une fois que... Le problème, c'est qu'après, on est copié. Hein. Voilà, donc ça donne des idées à d'autres, donc il faut garder le flux. Et c'est là où maintenant on a la plus grosse difficulté, c'est-à-dire qu'on a créé un marché, donc maintenant on a forcément des concurrents qui cherchent à reprendre cette matière-là, puisqu'on a créé un nouveau marché. Tout est, voilà. Donc voilà, et ça, vous parlez de mutualisation, et là, si on n'avait pas travaillé avec la boîte à papier, avec Limoges Métropole, etc., on n'aurait jamais pu monter ce projet-là. Et effectivement, ça allait très très vite parce que techniquement, pour nous, c'était super facile. Donc, c'était plus l'idée et de faire mûrir l'esprit de tout le monde pour arriver à développer ce produit-là. Mais bon, maintenant, c'est un produit qui fonctionne sans problème. On l'a développé maintenant avec Châteauroux, on l'a développé avec Poitiers. Et donc, dans un rayon de 100-200 km, on est capable de développer ce produit-là. Voilà. Et demain avec Bordeaux ou non Sans problème. Ouais, dans la nouvelle grande région. Eh bien, la grande région, elle ne nous fait pas peur. Bon, c'est parfait, ça c'est bien. Justement, l'Aquitaine, on y va avec Éric Buffo. Éric, je vais vous laisser la petite... vous pourrez rester là, je pense. Je vais vous présenter. Oui, bonjour. Alors, j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas d'une entreprise. Et une deuxième, c'est que je suis voisin aujourd'hui et colocataire dans quelques mois, puisque je représente un syndicat de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en Gironde, le SMIC Val du Libournais ou de Gironde. Alors, j'ai quelques diapos. Voilà, donc un syndicat de communes, et on regroupe 141 communes pour 10 intercommunalités, des communautés de communes et une agglomération, et 200 000 habitants. Alors, vous voyez, on est situé, le rond a été un petit peu décalé, mais on est sur le territoire Haute-Gironde, hein, c'est-à-dire l'est de l'estuaire de la Gironde, le Libournais et le Saint-Émilionnais. Voilà. Donc Saint-Émilion, Pomerol. Ça nous parle. Voilà, ça vous parle, voyez où on est. Donc en fait, on est voisins. Nous sommes 250 agents parce qu'on fait beaucoup de choses en prestation, en régie. Hein. Et on collecte donc les déchets ménagers et assimilés de notre territoire. 125 000 tonnes, ça ne va peut-être pas vous parler, ça représente le poids d'une tour Eiffel tous les mois. Mais puisqu'en préparant la présentation, on s'est mis dans l'esprit du propos, c'est-à-dire l'économie circulaire, cette tour Eiffel que l'on collecte tous les mois, ça n'est que 10% des déchets produits sur un territoire quand on ajoute les déchets produits par l'entreprise, l'agriculture, l'activité tertiaire. Donc sur notre territoire, ce sont 10 tours Eiffel par mois qui sont produites en déchets. Et si on imagine les ressources qui ont été nécessaires pour fabriquer les produits de consommation qui sont devenus des déchets, ce sont 30 tours Eiffel sur un territoire comme le nôtre qu'il a fallu consommer en ressources tous les mois. Une par jour. Donc vous imaginez sur un territoire comme le nôtre, 200 000 habitants, et c'est partout pareil, l'enjeu ressources et l'enjeu déchets. Voilà, donc ça fixe à peu près les idées. On gère 12 déchetteries, hein, comme vous l'avez évoqué, un centre de tri des emballages et des papiers, une plateforme de compostage, et on produit un compost qui est certifié agriculture biologique. On essaye d'atteindre des hauts niveaux de production. On a des élus qui étaient vraiment très conscients de leur rôle politique en essayant de donner une vision très forte de la performance du service public, en veillant à ne pas laisser de dettes économiques, environnementales et sociales aux générations qui allaient venir, et en se considérant également comme un acteur
de développement économique local d'un territoire, en plus d'être un acteur, un prestataire de service de collecte des déchets. Donc ça, c'est une particularité. On a même délibéré pour se positionner comme un facilitateur sur le territoire de mise en relation des acteurs pour aller dans le domaine du développement économique en utilisant le déchet comme un support pour un développement. Et je vais préciser en quoi. En termes de résultats, cet engagement politique s'est traduit aujourd'hui par un niveau élevé de résultats, avec 50% de taux de recyclage. Cette tour Eiffel collectée tous les mois, pour moitié on la recycle, sous forme organique ou matière. Alors ça veut dire que pour moitié on ne la recycle pas. Il faut savoir qu'en France on est à 35% de résultats, donc on est plutôt en avance, mais il nous reste encore la moitié du chemin à faire. Et puis on a réduit la quantité des déchets depuis 5 ans de 13%. On a parlé, l'ADEME dans son film parlait de prévention, voilà, on est à moins 13% en 5 ans. Donc on est dans ce rythme-là, même s'il nous reste énormément de choses. À signaler qu'on a pu faire ça avec une réduction de la fiscalité de 20% en 5 ans. Donc tout ça, M. Dufour le disait, la recherche du bon compromis, économie, social, environnement, c'est possible. Et puis on s'est engagé là dans des objectifs nouveaux qui sont cohérents avec ceux de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, ce qui nous a permis d'être lauréat de l'appel à projet territoire zéro gaspillage, zéro déchet de l'ADEME. Je vous coupe juste. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de recycler l'autre moitié de la Tour Eiffel? C'est quoi? C'est un problème d'argent, de volonté, de moyens, de faisabilité Bon, tout à la fois, sachant que Rome, c'est pas fait en une fois et on grappille chaque année 1 point, 2 points. Il y a 20 ans, on ne recyclait même pas les emballages. Donc voilà, chaque année, on grappille. Faut savoir qu'il y a tout conjugué. Il y a d'abord, je pense, une question de comportement, de civisme. Il y a encore beaucoup de foyers qui ne trient pas, par exemple. Beaucoup d'entreprises qui ne trient pas. Madame se félicitait des bons résultats des entreprises. On peut aussi considérer qu'il y en a un bon nombre qui ne s'en soucient guère. Donc voilà, nous, notre métier, c'est un métier technique. On a une compétence de collecte et traitement de déchets, mais on a également une compétence pédagogique. Alors, on a 1500 gamins qui viennent tous les ans sur notre pôle environnement. On a des conseillers, des ambassadeurs de tri. Et je pense que le rôle de toutes les structures, à sa place, c'est d'avoir un rôle de pédagogie pour conduire les entreprises, les citoyens, les collectivités, les institutionnels, chacun à être exemplaire et avoir sa part de colibri, comme l'expression le veut. Voilà. Et pour terminer, je dirais qu'on a donc depuis 2 ans développé une stratégie de développement de l'économie circulaire sur notre territoire, qui consiste en quoi? Essayer de créer des conditions pour que les acteurs qui se côtoient sur un territoire mais qui s'ignorent se rencontrent. Voilà. L'ADEME a donné sa définition technique avec 7 piliers. On peut la compléter avec cette vision-là. Pour nous, c'est ça, c'est faire en sorte que les acteurs qui sont côte à côte, mais qui ont des intérêts communs, puissent se rencontrer. Voilà. On parlait d'écologie industrielle. C'est quoi l'écologie industrielle? C'est faire en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres. C'est ça. Et en fait, on se côtoie et on s'ignore. Par exemple, on a découvert il y a 2 ans qu'on avait une distillerie à 10 km qui avait besoin de bois. Et nous, on était producteurs de bois et on payait son élimination. Aujourd'hui, on retravaille ce bois. Et on vend le bois comme plaquette dans la chaudière de la distillerie. C'est tout bête. Ça nous a permis de créer un emploi et d'avoir des recettes là où on avait des dépenses. La deuxième chose que on essaye de faire, c'est de changer un peu la vision que l'on a, le paradigme, pour employer les grands mots, du déchet en ressource. Le déchet, c'est la déjection, c'est l'ordure. On voit tout de suite... Voilà, sortez cette poubelle que je ne saurais voir. Bon, si on considère le déchet comme une ressource, alors là, c'est un autre monde qui se dégage. Je vous donne 2 exemples, par exemple. Une déchetterie, c'est aussi un lieu où on n'a pas envie de faire la queue, où on râle. Chez nous, on boxe les agents d'accueil quand on en a marre. Enfin, oui, ça prend des proportions dingues. On est en train de dessiner, on va réinventer le concept. On est en train d'en dessiner une qui va s'appeler un pôle ressources, qui n'aura plus du tout la même configuration. Quand on va arriver, on va trouver des caddies. On va remettre en rayon des déchets qui peuvent être réutilisables. On va mettre en place une matériothèque. On va ramener peut-être des gravats, mais si on ramène des briques ou des choses comme ça, d'autres personnes pourront les récupérer, etc. etc. Vraiment changer la vision. Autre exemple, quand on trie ces emballages et ces papiers, dans un centre de tri, il y a des refus. Et nous, on est à 20%, c'est pas très glorieux. 20% d'erreurs de tri, eh bien, ces 20%, on dit toujours, ils nous embêtent, ils nous coûtent.
puisqu'on les remet en enfouissement. Donc il a fallu les collecter, les trier, et puis les remettre à l'enfouissement. Bon, donc tout ça, ça a coûté 2 fois plus cher. Et bien là, on va se dire, mais tiens, mais finalement, si c'est une ressource, ce refus de tri, c'est plus un problème. Et donc là, on va lancer une consultation pour fabriquer du combustible avec ça. Voilà, ce qui permettra de pouvoir exercer plus de contrôle sur l'ordure ménagère, par exemple. Voilà. Et puis, enfin, notre projet, il consiste sur un territoire, on a parfois des entreprises alors aussi innovantes que les vôtres et qu'on aime bien voir arriver sur un territoire, mais c'est rare malheureusement. Mais donc il faut être capable de capter sur un territoire les opportunismes, mais il faut créer des opportunités. Voilà. Et donc nous, notre projet, c'est également de créer des opportunités d'activité en utilisant le déchet comme ressource. Que ne disait pas le film de l'ADEME, je peux le compléter, c'est que malgré la crise de la rareté, rareté des ressources, de l'argent, de l'emploi, etc., il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aller dans l'économie circulaire, ça permet de créer de l'emploi. Quand vous mettez 10 000 tonnes de déchets à l'enfouissement, vous avez créé un emploi. 10 000 tonnes, un emploi. Mais 10 000 tonnes recyclées, c'est 10 emplois. Et 10 000 tonnes réemployées, c'est 100 emplois. Alors, tout n'est pas recyclable et tout n'est pas réemployable, mais plus on recycle et plus on réemploie, en essayant de trouver le bon compromis économique, évidemment, eh ben, on a créé de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? D'abord, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bon, je l'ai dit, créer de l'emploi, je viens de l'expliquer. Améliorer aussi la compétitivité des entreprises, parce que réduire la pression des déchets, des ressources, c'est également gagner en compétitivité. Et puis, on a cherché à décliner des actions dans 3 domaines opérationnels. Le premier, c'est d'essayer d'agir dans les 7 piliers qu'a défini l'ADEME. Plus de prévention, plus de recyclage, plus de réutilisation, de l'éco-conception, de l'écologie industrielle, favoriser des passerelles entre les déchets et les ressources. Voilà, premier point. Deuxième axe opérationnel, essayer de favoriser l'implantation d'activités localement, de nouvelles activités comme vos entreprises, mais sur notre territoire, pour créer de l'activité et la fixer sur le territoire. Et puis, dernier axe d'intervention, essayer de conjuguer déchets et transition énergétique. Peut-être que la grande affaire environnementale, c'est pas parce qu'il y a la COP21 qu'on peut le dire, mais c'est probablement quand même le changement climatique et la biodiversité. Quand on s'occupe de traitement de déchets, en fait, on fait de la transition énergétique, quelque part. On ne le dit pas. Et donc, c'était bien pour nous de le mettre en évidence parce qu'on peut méthaniser de la matière organique, on peut fabriquer de la boîte de cellulose à partir de papier, etc., etc. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord essayé de créer une gouvernance sur notre territoire. Alors, le premier chapeau labo en orange, c'est ce qu'on appelle le conseil territorial. Une fois par an, on réunit sur notre territoire tous ceux qui ont envie de bosser. Donc, tous les élus sont invités, toutes les entreprises, les associations, à peu près 500 invités. Il y en a 200 voilà, qui je suis parti viennent, aux toilettes, là. et on fixe l'objectif de l'année. On se réunit le 1er décembre, un peu comme un conseil d'administration. On va faire le bilan de l'année et on va voter sur les actions à engager en 2016. Alors, à 200, on pilote, on jalonne, on réoriente, mais on ne fait pas des études à 200. Donc, en dessous, on a créé un réseau local opérationnel avec des experts de nos comités de communes, de l'ADEME, du conseil régional et de quelques experts selon les sujets concernés pour piloter des études. Et puis on a même, et on fait des ateliers thématiques si nécessaire, puis on a même une cellule de frappe. Quand on a une entreprise qui a envie de s'installer, elle est un peu paumée sur un territoire, il y a 10 000 acteurs, on ne sait pas par où passer, voilà. On va être un peu la clé d'entrée. On peut réunir tous les acteurs nécessaires pour une entreprise en une semaine, et on peut faire gagner du temps à l'entreprise. On a déposé une marque, Nouvelle Ère, donc Nouvelle Ère, le territoire expérimental de l'économie circulaire sur notre territoire, et tous les projets qui peuvent ressortir de l'économie circulaire pourront utiliser ce logo-là, et on se reconnaît derrière ce logo, derrière le projet d'économie circulaire. Et puis voilà, on a créé dans notre syndicat un département de développement, ça se fait jamais, c'est assez original, pour essayer de créer des synergies entre acteurs du territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dernière diapo, parce que c'était ça l'idée pour nous, c'était de passer de l'intention à l'action. On fait 3 choses, des études, développer des filières et puis animer. Alors, dans les études, on est en train de mener une étude de veille technologique où on essaye de repérer dans le monde des technologies qui n'existent pas en France, qui utilisent le déchet comme matière première de procédés de fabrication de produits de construction et de consommation. Par exemple, dans les Landes ou à Bordeaux, il y a des entreprises qui fabriquent de la boîte de cellulose à partir de papier. Alors on est comme des gamins en disant c'est génial, c'est génial. Bah oui, c'est génial. Ça fait 70 ans que ça existe aux États-Unis et ça a 25% de part de marché dans les pays du Nord.
Il y a tout un tas de technologies qui utilisent des déchets différents, comme ce que vous faites hein, d'ailleurs, pour rentrer dans des procédés dans des produits de construction ou de consommation. Donc on est en train de les repérer pour essayer de voir après dans quelle mesure on ne peut pas essayer d'en attirer. On est en train de faire une étude de méthanisation pour le compte de tout le territoire. Alors, il y a 2 à 3 méthaniseurs possibles. Ben voilà, on réunit les compétences du territoire pour essayer de faire ça. Voilà, on fait d'autres études comme ça, j'ai pas trop le temps de les détailler, mais pour le compte du territoire, voilà, on s'engage dans des études de gisement, des choses comme ça. Ensuite, on essaye de créer de nouvelles filières. Donc, on a essayé, avec les encombrants en déchetterie, de surtrier pour voir quelle était la valeur ajoutée, repérer les plastiques intéressants, mais également d'autres matériaux. On essaye de surtrier notre papier au centre de tri pour fabriquer la boîte de cellulose. Une entreprise qui recycle des plaques de plâtre va s'installer chez nous, parce qu'elle a été intéressée par la démarche, ce qui va nous permettre de développer la filière plâtre en déchetterie. On est en train de démarrer la collecte des papiers de bureau, des déchets électriques et électroniques des établissements publics. Et puis les refus de tri, on va essayer de fabriquer ce qu'on appelle du CSR, enfin du combustible. Voilà. Et ensuite, en termes d'animation, au-delà de la gouvernance, on essaye de créer des conditions voilà, de l'écologie industrielle. Alors on va avoir la chance le 1er décembre d'abriter le premier atelier sur le diaporama, on appelle ça NISP, enfin, c'est un acronyme pour un terme écologie industrielle. C'est une autre pratique que celle qui est utilisée en France. Plutôt que de faire des grandes études qui peuvent durer 1 an, 2 ans, on va mettre dans une pièce, une matinée, 50 entreprises du territoire et on va essayer de repérer, un peu comme un speed dating, les déchets des uns et les besoins en ressources des autres et de créer les passerelles des uns avec les autres. Ça va se faire le 1er décembre. C'est une écologie industrielle peut-être plus pragmatique, qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui peut, semble-t-il, elle est courante en Angleterre, déclencher des économies de ressources, du recyclage, de l'emploi et de la compétitivité avec des économies pour les entreprises. Donc voilà, ça va être la première, hein, on va se retrouver là-bas et on attend ça avec impatience. On a ensuite créé sur le territoire un atelier entre toutes les intercommunalités sur une question, comment fait-on émerger des initiatives sur un territoire, hein, des entreprises comme les vôtres, on n'en a pas beaucoup. Voilà, comment on peut faire émerger les envies, les idées, et donc on est en train de travailler sur tout un tas, sur un dispositif attractif pour des porteurs de projets. Voilà, on essaye également de développer un soutien aux entreprises quand elles viennent. Il y a des entreprises, on le voit bien, hein, qui ont des procédés extrêmement innovants, mais quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matière. Donc il faut qu'on puisse contribuer à l'approvisionnement des entreprises qui ont développé des procédés innovants pour les faire tourner. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, et enfin, on essaye d'accompagner, de soutenir, en allant jusqu'à la réalisation du business plan de structures dans le domaine du réemploi. Hein, le réemploi, c'est ce sont des modèles économiques fragiles, mais sur notre territoire, ça peut être 50 emplois. Voilà, donc on essaye de les accompagner, de les faire émerger, les accompagner pour qu'elles montent, elles, des projets viables, créateurs d'emplois et qui vivront sur l'idée du réemploi de déchets ou de la réutilisation. Voilà, à ce jour, là, au bout d'1 an d'actions concrètes, on a 90 contacts avec des entreprises ou des associations d'insertion qui représentent un potentiel de 150 emplois à 3 ans. Après 1 an, donc il y en aura d'autres. Alors, ce n'est pas la révolution industrielle, mais nous, on est 250 sur le territoire et sur la rive droite de la Gironde, on est, je crois, le 3e ou 4e employeur. Donc, à notre échelle, c'est beaucoup. Donc, voilà notre contribution. On n'est pas entreprise, mais en créant les liens entre collectivités et entreprises, en décloisonnant ce qui est complètement cloisonné, on pense qu'on peut arriver à créer de l'activité. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation et bravo. Dans un instant, je vais aller tendre mon micro, il y aura probablement des questions pour vous. Juste une question à chacun d'entre vous, c'est quoi la bonne échelle? Est-ce que c'est le bassin de vie? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est demain la grande région? Est-ce que vous mettez des limites géographiques ou pas, les uns les autres? Qui veut? Oui, allons-y, vous vous prêtez le micro? Oui, enfin, nous, quant à notre activité, c'est absolument incohérent d'aller transporter sur des grandes distances la matière première pour installer la toiture. C'est vrai qu'on se donnera certaines limites, évidemment. Parce qu'après, là, on rentre après dans un principe autrement qui est plus cohérent. Donc c'est très intéressant, à mon avis, de multiplier les démarches comme la nôtre, en fait,
pour pouvoir réaliser ce genre de structure écologique, etc. Parce que nous, c'est lié à l'éco-construction. Donc, ce ne serait pas cohérent si vous voulez faire du transport et puis de l'export par rapport aux produits. Mais par contre, faire la transmission de savoir-faire, oui, ça me semble important. Eric, oui. Thierry, vous étiez prêt à aller à Bordeaux, vous? Oui. Alors nous, c'est pareil, la limite, c'est le transport. Donc, on est dans un rayon de 200 à 300 km, grand maximum. Ça dépend des matières, hein. Il y a des matières, on est capable d'aller à 400 km. Mais sur ce produit-là, on ne peut pas aller très très loin parce que c'est une matière à peu de valeur ajoutée. Donc voilà, donc c'est ça qui bloque. Alors après tout. Et puis après, est-ce qu'il faut faire ce genre de choses? Pour moi, je crois plus forcément à des acteurs locaux, quoi. Donc c'est vrai que dans un rayon de 200 km pour ce produit-là, ça me paraît, donc Bordeaux ça fonctionne, mais après au-delà de ça, ça me paraît compliqué. Oui, je complète dans le même sens, ça dépend de ce qu'on en parle. Un méthaniseur peut se faire à l'échelle d'un canton. Mais effectivement, on ne peut pas justifier sur un territoire même comme le nôtre à 200 000 habitants d'une industrie de la plasturgie qui vivrait qu'avec nos déchets. Donc on est entre le canton et la région. Après, localement, par exemple, nous on fabrique du compost, on le revend aux viticulteurs du Saint-Émilionnais, de Pomerol, etc. C'est le rayon d'intérêt, il est de 30 km. Le granulat, son prix double tous les 40 km. Donc on voit bien que nous, quand on fait on collecte des gravats en déchetterie, là on enclenche une opération de concassage et de fabrication de granulats pour repartir dans des chantiers locaux. L'intérêt, il a une dizaine de kilomètres, pas plus. Voilà. Donc ça dépend la matière, mais s'il y avait une industrie des terres rares, c'est peut-être une usine dans le monde. Vous voyez, donc ça dépend. Merci. Alors, qui veut prendre la parole, poser la première question ou un témoignage, hein, tout simplement? Sinon, on passe à la deuxième directement. Non, c'est bon. Oui, alors bonjour. Ça marche? D'accord. La semaine dernière, on a acheté c'est un témoignage, hein. On a acheté un four parce que le nôtre était tombé en panne. Il valait, je ne sais plus, environ 350 €. La pièce informatique pour le changer, c'était 340 €. Donc on en a acheté un à 330 € qui est apparemment un peu plus fonctionnel. Ça m'a choqué, voilà. Je crois que l'ADEME le dit bien, enfin, les trois axes d'intervention, c'est produire différemment, consommer différemment et gérer ses déchets. Donc là, on est dans la production différente avec une production plus durable. Clairement, les entreprises ont une part de responsabilité. Nous, on est à l'autre bout de la chaîne, on le subit aussi. Mais je crois qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans le sens de la réparation et en tout cas une intention et de la durabilité. Et on parle maintenant d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire acquérir un besoin et pas un bien, enfin avoir un besoin et pas un bien. Dans les pays du Nord, par exemple, vous n'achetez plus de moquette, vous utilisez un usage de moquette. Et celui qui voulait installer, 10 ans après, il la reprend. Et forcément, il a intérêt à faire quelque chose de plus recyclable parce que voilà, il aura plus il va récupérer son produit. Dans ce domaine-là, on sent qu'il y a un domaine qui va émerger, c'est l'imprimante 3D, les Fab Labs là, locaux, enfin ce qu'on appelle Fab Labs là, pour changer les petites pièces par exemple. Voilà, et peut-être la possibilité pour les grands bricoleurs de fabriquer eux-mêmes. Alors ça, c'est peut-être une activité de quartier ou de canton ou de département qui sera inventée dans les années à venir pour aller vraiment vers de la réparation plutôt que de l'usage ou de l'achat d'un bien nouveau, quoi. C'est une carte informatique. Une carte informatique. Bon, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a encore beaucoup à faire, hein, ça c'est clair. Merci pour la question, merci pour la réponse. Isabelle Mouzet, je vous interpelle parce qu'on a bien vu que les entreprises, il faut qu'elles travaillent ensemble. Encore faut-il qu'elles se connaissent les unes les autres. Est-ce que ça fait partie aussi de vos missions? Et je vous ai vu plusieurs fois opiner du chef. On est d'accord, il y a du boulot à faire sur le terrain encore? Oui, complètement. Mais je crois que les témoignages sont excellents dans ce sens-là. Parce qu'en fait, c'est des rencontres qui ont fait que vous avez pu, les uns et les autres, manager vos projets et arriver à les rendre économiquement viables. Nous, oui, modestement, enfin, je veux dire, au quotidien, les CCI ont fait du rapprochement.
Donc, enfin, je pense que vous avez aussi eu affaire à votre CCI locale. Et effectivement, pouvoir savoir vers qui on peut se tourner, vers qui on peut aller, n'hésitez pas à contacter votre conseiller CCI parce qu'on on vous met en relation systématiquement. C'est quelque chose qu'on fait et gratuitement. Mais bon, on le fait tous les jours et on ne communique pas dessus. Bon, voilà. Ok, merci. Je ne sais pas si Véronique ou Alexandre voulaient ajouter un petit mot par rapport au témoignage qu'on a entendu de ceux qui ont les mains dans le cambouis sur le terrain et que les différentes approches qu'on a entendues. Et qui sont absolument indispensables. Et c'est vrai que on le voit, notamment cette question d'échelle, on voit que les choses émergent quand même sur des échelles de proximité. Et c'est vrai qu'on a beau mettre en place des dispositifs à l'échelle de la région Poitou-Charentes ou peut-être de la future grande région, la clé, elle est quand même au niveau du local. Et je rejoins effectivement la CCI sur le fait de faire se rencontrer, mettre en réseau les personnes, savoir quels sont leurs besoins, leurs flux, et tout par-delà, hein, au final. Donc leur donner les outils pour se connaître et faire le lien qui manque. Non, juste pour compléter, c'est vrai que, et juste pour voir aussi voir un peu dans le futur et cet objectif grande région, je pense que les discussions qu'on a vues, enfin, on se connaît depuis longtemps déjà avec Atelier des végétales, les biotopes qu'on accompagne depuis le début, mais les discussions qu'on a eues avec Eric et Thierry aujourd'hui, déjà les opportunités qu'on a identifiées, on voit bien qu'il y a des grandes opportunités qui vont s'ouvrir avec la grande région et que avec la connaissance des acteurs, on connaissait bien les expériences régionales en Poitou-Charentes. Là, on voit bien qu'il y a aussi beaucoup d'expériences très intéressantes aussi dans les autres régions. Et il y a aussi un fort besoin de se connaître. Limoges, Libourne, c'est pourtant pas des territoires qui sont éloignés. Oui, mais on voit qu'il n'y a pas encore énormément de relations entre les acteurs, je dirais, picto-charentais et les acteurs des autres régions. Après, ce qui est fou aussi, c'est que là, on a 3 exemples concrets de ce qui se passe sur le terrain, mais c'est partout, tout le temps, et parfois, il y en a qui ne se font pas connaître, et il y a des mines à un des objectifs des stratégies régionales d'économie circulaire, c'est aussi de pouvoir faire du retour d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une plateforme nationale d'économie circulaire qui va émerger au niveau national, portée par l'Institut de l'économie circulaire, qui va avoir notamment pour objectif de de recenser un certain nombre d'expériences nationales. Et ces outils peuvent se décliner à des échelles régionales. L'Aquitaine lancera en février 2016 sa plateforme web, et il y a déjà une réunion de prévue avec les acteurs de Poitou-Charentes pour mutualiser cette plateforme et voir dans quelle mesure elle peut servir à l'échelle de la grande région. Donc la machine est bien enclenchée. Oui non, vous vous grattez la tête? Non, oui, allez-y, prenez le micro. Pardon. Oui, moi, nous, on est vraiment dans l'éco-conception liée au bâtiment, hein, puisque la toiture végétale, ça s'inscrit dans la construction durable. C'est un outil de construction durable, c'est pas quelque chose qu'on rajoute sur un bâtiment pour faire joli. Normalement, ça doit être une volonté publique de construire autrement. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'obstacles, à mon avis, dans l'éco-conception, quand il s'agit d'accéder à des marchés. Il faut qu'à mon avis, les pouvoirs publics qui ouvrent des marchés puissent permettre aux entreprises innovantes, justement qui ont des produits éco-conçus, de pouvoir les appliquer. Et actuellement, ce n'est pas le cas. C'est difficile, puisqu'il faut passer par toute une hiérarchie de validation, etc., qui est très compliquée et très lourde. Donc là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une information au niveau je pense que le pôle éco-industrie, etc., devrait œuvrer dans ce sens-là. Parce qu'on peut toujours innover, on innove tout le temps en permanence. Simplement, il faut donner la possibilité d'appliquer ces produits et l'utiliser. D'utiliser des produits locaux, des entreprises aussi locales pas parce que je fais ça forcément, mais ça me semble logique dans la démarche, quoi. Donc, dans le bâtiment, je peux vous dire que c'est assez compliqué quand même pour accéder à certains marchés. Et ça me semble un peu contradictoire avec les objectifs.
Après, moi, je rebondis un peu là-dessus. Notre problématique qu'on peut avoir, c'est que on parle d'économie circulaire, donc c'est des emplois locaux, hein, c'est ce qu'on dit. Et moi, j'ai récemment entendu parler qu'on faisait des microéconomies et on nous parlait de macroéconomie. On nous mettait un peu en porte-à-faux en disant que bon, qu'on était tout petit et que maintenant il fallait voir des macroéconomies. Et le danger, à mon avis, vient de là, quoi. Ben, vous avez une grande région, donc ça va être une macroéconomie, donc ça va être des systèmes d'appel d'offres avec et ça qui dit donc forcément derrière, ça va bloquer les PME locales, toute l'économie circulaire qui existe. Et à mon avis, le danger, alors c'est le danger, enfin, la peur enfin, moi ça me fait pas peur. On va travailler sur le sujet. Mais il faut faire attention à ça, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, tout ce qui est macroéconomie, c'est toujours dangereux pour l'emploi, quoi. Voilà. Je crois que oui, le message est passé. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou apporter un témoignage? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut les applaudir. Et un grand merci à vous, les intervenants. Et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.